Merci mon ami Dr. Bouti. Donc, je remercie la FAPA de m'avoir invité pour traiter de ce sujet très intéressant donc, concernant donc, le traitement de quelques cas particuliers de tuberculose et les particularités de ce traitement, comme a dit le professeur Dr. Bouti ou professeur Bouti, donc la grossesse, l'allaitement, les co-infections tuberculose HIV, l'insuffisance hépatique, l'insuffisance rénale et le diabète. Donc, on va commencer par la tuberculose et grossesse. Il faut savoir qu'il n'y a pas de modification de la présentation clinique, de la localisation anatomique ou du pronostic de la tuberculose chez la femme enceinte. La tuberculose n'est pas une indication pour l'interruption du traitement de grossesse, puisque le traitement actuellement disponible sont sûrs et efficaces s'ils sont pris de façon précoce rapidement. Par contre, si le diagnostic est tardif ou le traitement est régulier ou incomplet, ça bien sûr, ça va créer des complications, poids insuffisant à la naissance, une prématurité, hypotrophie fœtale. Ça peut donner une souffrance fœtale aiguë, augmentation de la mortalité périnatale, des anomalies congénitales, et puis bien sûr la transmission du BK transplacentaire ou l'aspiration du liquide amniotique peut causer la tuberculose congénitale qui peut être grave ou qui peut être mortelle dans 50% des cas. Alors, concernant donc la thérapeutique, le traitement ne doit jamais être interrompu, comme j'ai dit, ou reporté à une date ultérieure, donc il doit être précoce. Alors, tous les médicaments de première ligne sont permis. Donc, on peut donner la rifampicine, l'isoniazid, l'ethambutol et même le pyrazinamide. Donc, il n'y a pas de problème, il n'y a aucune contre-indication des médicaments de première ligne. Les médicaments qui sont contre-indiqués, c'est plutôt l'aminoside, qu'il ne faut jamais donner dans les injectables, donc risque fœtal, surdité fœtale, les thionamides aussi, l'équinolone, c'est une contre-indication relative chez la femme enceinte. Alors, ce qu'il faut savoir, que chez la femme enceinte, donc il y a un risque de neuropathie, risque hémorragique et risque hépatique. C'est pourquoi donc il faut faire une prescription systématique de la vitamine B6 chez toute femme enceinte avec une dose de 25 mg à 50 mg par jour. Et puis si la rifampicine est prise pendant le dernier mois du traitement et surtout dans les derniers 15 jours de traitement, il faut associer obligatoirement chez la femme enceinte de la vitamine K à 10 mg par jour pendant les 15 derniers jours, qu'il y ait des auteurs, des écrits qui disent même le dernier mois. Et puis chez le nouveau-né, en salle de travail, donc en salle d'accouchement, il faut administrer de la vitamine K 1 mg. Donc il y a le risque neurologique, il y a le risque hémorragique, il y a le risque hépatique. Alors certains experts recommandent de faire un bilan hépatique une fois toutes les 2 semaines pendant les 2 premiers mois du traitement. Donc puisqu'il y a une petite augmentation de l'hépatopathie ou de l'hépatotoxicité des médicaments antituberculeux. Donc on va surveiller avec un bilan hépatique. C'est recommandé, mais pas par tous les experts. Alors concernant l'allaitement est possible si la femme n'est pas contagieuse ou traitée de plus de 15 jours. Donc s'il a pris le traitement de plus de 15 jours, donc on va bien sûr, c'est-à-dire on ne va pas interdire l'allaitement. Ce qu'il faut savoir, maximum 3% de la dose est extraitée des médicaments est extraitée dans le lait maternel. Donc c'est-à-dire les auteurs entre 0,5 à 3%. Donc ce qui fait, il n'y a pas d'effet toxique chez les nouveau-nés, pas d'effet thérapeutique ou prophylactique efficace chez les nourrissons ni chez les nouveau-nés de ces médicaments. Et puis, les articles ont montré, ou les études ont montré qu'il n'y a pas d'induction de résistance aux médicaments avec ces petites doses chez les nourrissons. Ce qu'on peut dire peut-être parfois, on peut dire que conseiller à la femme de prendre les médicaments après une séance d'allaitement, c'est-à-dire il va allaiter son enfant et puis il va prendre les médicaments après le temps qu'il va allaiter après 2-3 heures. Généralement, les médicaments sont déjà donc métabolisés. Donc, ce qu'on peut dire. Il y a des recommandations marocaines, je pense que vous les connaissez. Donc, une mère au contact familier après son décès clinique. Donc, il y a 3 situations. J'ai mis à peu près 3 situations. On va citer surtout cette première situation où la mère est contagieuse, donc une radiographie thoracique anormale au moment où elle approche de l'accouchement. Donc, bien sûr, on va dépister la tuberculose chez la mère. On va dépister rechercher la tuberculose congénitale ou néonatale chez le nourrisson.
Alors, concernant donc le couple, mère-enfant, donc on va séparer la mère de l'enfant jusqu'à ce que la mère ou le nourrisson reçoive un traitement adéquat qu'il tolère. Donc, une fois la mère prend le traitement antituberculeux, qu'il tolère ce traitement antituberculeux, la séparation n'est plus de mise. L'enfant, bien sûr, il va recevoir son traitement prophylactique donc par l'isoniazide. Alors, si la mère est tuberculose résistante, là, bien sûr, la précaution veut qu'il faut séparer la mère parce que quand il y a une tuberculose résistante au nourrisson, c'est vraiment c'est catastrophique, bien sûr, c'est dans 25 à 50% des cas. Bon, il y a d'autres situations, ça vous les avez donc tout le monde les a. Alors, concernant donc l'association tuberculose VIH, on sait que l'infection VIH est un défi majeur pour le contrôle de la maladie tuberculeuse. Donc, la tuberculose constitue la première infection opportuniste, donc 20 à 37 fois plus de risque de développer une tuberculose maladie chez le patient qui a un VIH. Le VIH tue plus de personnes vivant avec le VIH que toute autre, la tuberculose, pardon, tue plus de personnes vivant avec le VIH que toute autre maladie infectieuse. Et les patients vivant avec le VIH sont très vulnérables pour la tuberculose résistante et ultra-résistante. Alors, l'épidémie sur le plan mondial, vous le savez, il y a à peu près 10% de la population tuberculeuse est co-infectée, avec à peu près un quart de million de décès, donc 250 000 décès par an à cause de la co-infection tuberculose et VIH, et puis que la mortalité est 3 fois plus élevée chez les patients séropositifs que par rapport aux patients séronégatifs, 11% contre 4%. Alors au Maroc, l'enquête de prévalence, séroprévalence, c'est 1,7%. On compte à peu près chaque année 250 nouveaux cas. Alors en 2018, donc sur ces 242 malades, il y a 50% à peu près qui sont déjà connus porteurs donc, de VIH et 43% qui viennent d'être dépistés à l'occasion de cet épisode de tuberculose, comme quoi la tuberculose peut être révélatrice de VIH. Alors le taux de couverture par le cotrimoxazole, il est bien 83%, et par le traitement antirétroviral au Maroc, on est à 93% de malades qui sont couverts par les antirétroviraux. Alors, concernant le traitement, donc les patients co-infectés doivent être mis immédiatement sur traitement. Là aussi, c'est la préconstitution de traitement. C'est un terrain particulier, un terrain vulnérable. Il faut mettre le malade rapidement sur traitement antituberculeux. Les principes de traitement, les doses, les posologies, les durées, etc. sont les mêmes pour les sujets séronégatifs que pour les sujets séropositifs. Le traitement antibacillaire chez les VIH entraîne plus d'effets indésirables, d'où la surveillance de ces patients doit être de près et doit être stricte. Et là aussi, les malades vont faire des neuropathies, donc suspect à faire des neuropathies, donc il faut absolument donner de l'INH, donc 25 mg par jour. Alors le traitement antirétroviral, donc, lorsque le diagnostic de VIH est posé, une numération c'est-à-dire le taux de CD4 et la charge virale doit être faite, et toute personne co-infectée par le VIH doit être mise sous traitement antirétroviral, s'il n'est pas déjà sous traitement antirétroviral. Alors, il faut toujours commencer en premier lieu par le traitement antibacillaire, suivi par le traitement antirétroviral. Alors, suivi, c'est généralement entre 2 à 4 semaines, le plus souvent, surtout si le malade est très immunodéprimé, à CD4 inférieur à 50, il faut commencer les premiers jours, parfois même de façon concomitante, commencer le traitement antituberculeux et le traitement antirétroviral. Sinon, surtout dans la méningite, il faut observer 4 semaines avant de mettre le traitement antirétroviral. Mais retenez, c'est entre 2 à 4 semaines, il faut mettre le malade sous traitement antirétroviral. Alors, quels médicaments donner? Vous savez qu'il y a des médicaments de première ligne, deuxième et troisième ligne. On va insister surtout donc les médicaments de première ligne, donc les inhibiteurs de nucléosidiques et non épisodiques, la transcriptase inverse, les inhibiteurs de la protéase de l'intégrase. Alors, ce qui est disponible au Maroc, nous avons une vingtaine de médicaments qui sont disponibles au Maroc, donc les inhibiteurs nucléosidiques, non épisodiques, surtout les favirenz, les inhibiteurs de la protéase qui interagissent beaucoup avec la rifampicine, le pivinard et la ritonavir. Et puis l'intégrase, c'est l'avancée majeure, le dolutegravir, qui est très intéressant en matière de tuberculose. Et nous avons les associations, parce que généralement on donne une trithérapie, donc
ce qu'on donne chez nous. Donc, les 3 médicaments, donc le malade va pouvoir prendre tenofovir et l'efavirenz antisarabine en un seul comprimé, donc toutes les doses. Voilà, donc ce qui est recommandé, le schéma recommandé au Maroc, c'est ça, tenofovir, l'amivudine avec le dolutegravir ou bien l'efavirenz en alternative. Alors là, le cotrimoxazole doit être prescrit de façon systématique chez tout patient qui a un VIH. Donc, une fois on diagnostique la tuberculose chez un malade qui a un VIH, il faut prescrire le cotrimoxazole, et ceci jusqu'à fin du traitement antituberculeux ou bien jusqu'à ce qu'avoir un CD4 supérieur à 200. Donc, si le malade garde un CD4 inférieur à 200, il faut poursuivre le cotrimoxazole jusqu'à un CD4 supérieur à 200, supérieur à 15%. La posologie, c'est 1 comprimé par jour de cotrimoxazole fort, donc 800 mg de chiffamitoxazole. Alors, le suivi doit être strict parce que ce sont des malades qui sont vulnérables et indésirables, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, le suivi doit être au moins mensuel. Vous le savez, la tuberculose, on fait des suivis tous les 2 mois. Mais là, quand il y a une co-infection tuberculose HIV, il faut voir le malade tous les mois avec des bilans systématiques. Alors, particularité de la tuberculose, c'est le syndrome, la tuberculose, c'est le syndrome ERIS, syndrome inflammatoire de reconstitution immunitaire. C'est l'ensemble de signes, on va dire réaction paradoxale, aggravation soudaine et paradoxale après plusieurs semaines de traitement, probablement après une amélioration transitoire. Donc ça varie de 8 à 43%. Il y a des facteurs favorisants, surtout si le malade très immunodéprimé, tuberculose diffuse et introduction précoce et rapide du traitement antirétroviral. Comme a dit le professeur Hammi, il faut toujours, dans la réaction paradoxale, éliminer l'échec, la mauvaise observance, la toxicité médicamenteuse, les autres infections opportunistes, néoplasie. Et le traitement, on donne une corticothérapie, soit 1 mg kilo, soit en bolus si l'état général est très important, c'est-à-dire il y a une gravité très importante. On peut donner un bolus de methylprednisolone, généralement 500 mg pendant 3 jours, puis on relève par la voie orale 1 mg kilo. Donc, ce qu'il faut savoir, la survenue du syndrome ne doit pas entraîner l'arrêt ni du traitement antituberculeux, ni du traitement antirétroviral. Alors, le traitement préventif, bien sûr, ça c'est très important. On l'a déjà discuté. Donc, parmi les indications du traitement préventif de la tuberculose, c'est le sujet HIV. Donc, ça entraîne une diminution très importante de la tuberculose dans cette population, donc de 50 à 90%. Alors, le traitement préventif est indiqué chez tout malade vivant au VIH, quel que soit ou non ce traitement antirétroviral, qu'il soit déjà traité ou non, quel que soit le degré d'immunodépression. Donc, on ne va pas faire d'intradémon ni de test libératoire interféron gamma, et bien sûr, on va l'administrer après avoir éliminé une tuberculose active qui est fréquente dans ce terrain. Donc, ce qui est recommandé actuellement dans notre protocole, c'est les immunisations seules, 5 mg par jour pendant 9 mois, et une seule fois, qui donne une protection de 18 à 4 mois, bien sûr, qu'on peut donc... Alors, reste l'insuffisance rénale, donc il accroît le risque de tuberculose et complications, il augmente la toxicité de certains médicaments, donc surtout les pathotoxicités, les neurologiques de lignage et oculaires de l'éthambutol. Donc il y a cette étude iranienne donc, qui montre que l'insuffisance rénale est restée significativement associée à l'hépatopathie, à la mortalité, toutes causes confondues. Alors, comment on va mener le traitement? En cas de clairance, c'est en fonction de la clairance de la créatinine. Donc, une clairance supérieure à 60, ça ne pose pas de problème. Bon, supérieure à 30, ça ne pose pas de problème. On peut donner les mêmes schémas thérapeutiques, même posologie avec surveillance régulière de la fonction rénale. Mais si la clairance est inférieure à 30 ml, millilitres par minute, ou si le malade est sous dialyse, on va donner le traitement en alterné. Donc, un jour, on va donner les RIP, et un jour, on va donner l'association RH, parce que c'est surtout l'éthambutol pyrazinamide qui entraîne... alors, le traitement doit être donné après la dialyse, bien sûr. Si on le donne avant la dialyse, il va être dialysé, parce que la plupart des médicaments sont dialysables. Et 1 heure avant, pas toujours. Si le risque est majeur, il peut être donné 4 à 6 heures avant la dialyse, pour qu'il soit dialysé. Le dosage sérique est recommandé pour ajouter la thérapeutique. Et là aussi, il y a risque, comme j'ai dit tout à l'heure, de neuropathie. Donc, on doit prévenir la neuropathie par de la vitamine B6. Donc, sur les médicaments qu'on va ajuster, donc surtout le pyrazinamide, l'éthambutol, les injectables et les quinolones. La cyclocérine aussi.
Donc les autres ne nécessitent pas l'ajustement thérapeutique. Il y a bien sûr l'interaction médicamenteuse de la rifampicine avec les médicaments qu'on va donner en cas de greffe, la cyclosporine, les corticoïdes aussi, le mycophénolate, etc. Donc, dans le sens de diminuer l'efficacité de ces médicaments, donc le problème, ça peut donner bien sûr le rejet de la greffe en cas de greffe. Donc la dialyse péritonéale n'a pas de données, mais généralement on applique les mêmes recommandations que par rapport à la dialyse. Je suis désolée de vous rappeler qu'il me reste un peu moins de 5 minutes. C'est bon. Dans 2-3 minutes, je vais terminer. Inch'Allah. Alors, la surveillance doit être obligatoire, si y a l'insuffisance rénale, bien sûr. La surveillance doit être au moins mensuelle, clinique, donc le poids pour ajuster le traitement. La biologie, donc on va faire un bilan une fois par mois pendant les 2 premiers mois du traitement. Bilan rénal, bilan hépatique, acide urique, protéines totaux pour ajustement thérapeutique. L'insuffisance hépatique, donc tous les médicaments majeurs malheureusement sont hépatotoxiques. Le principe est d'éviter leur utilisation chez le patient avec une hépatopathie chronique, prioriser le pyrazinamide qui est le plus hépatotoxique, puis l'isoniazide et enfin la rifampicine. Donc on va essayer de faire comme ça. On va donner la dose minimale efficace mais ajustée, donc c'est-à-dire en dosant les médicaments. Parfois on peut utiliser des médicaments non hépatotoxiques. En cas de cirrhose ou d'atteinte hépatique préexistante, il faut évaluer la gravité de l'atteinte par le score. Alors, ce qu'on utilise dans notre service, le score de Child, que vous connaissez, si vous le connaissez, il y a 5 items, l'acide, la bilirubine, l'albumine, l'INR et l'encéphalopathie. Et en fonction de ça, on va classer le malade. Est-ce que c'est Child A, Child B, Child C? Donc, si le malade est Child A, on peut donner tous les médicaments majeurs. On peut donner la rifampicine, l'isoniazide. On discutera sur le pyrazinamide, donc avec ou sans pyrazinamide. Si le malade est classe B, Child B, dans ce cas, il faut donner un seul médicament hépatotoxique, en particulier la rifampicine. Si le malade est Child C, il ne faut jamais donner ni la rifampicine, ni l'isoniazide, pyrazinamide, donc il faut donner les médicaments non hépatotoxiques. Donc les régimes, peut-être que vous les connaissez, sans médicaments majeurs. Alors, si l'atteinte, comme je dis, du foie est sévère et malade est Child 3, donc on va donner au moins 3 médicaments qui doivent être prescrits, généralement dans l'éthambutol, la minuside, le quinolone, la durée de traitement au moins 15 mois, donc généralement 18 à 24 mois de traitement. La surveillance, bien sûr, arrêter l'alcool, tout aliment ou médicaments hépatotoxiques et faire une surveillance du bilan hépatique 2 fois par semaine pendant les 15 premiers jours, 1 fois par semaine pendant la phase d'attaque, puis 1 fois par mois durant tout le traitement. Enfin, donc le diabète normal équilibré complique l'évolution d'une tuberculose. La tuberculose peut entraîner le déséquilibre du diabète et tout déséquilibre de la glycémie doit faire évoquer une infection tuberculeuse. Le malade diabétique doit être informé du risque de rechute devant des symptômes respiratoires ou un déséquilibre diabétique. Et puis, donc, pour la thérapeutique, aucune modification de traitement antivacillaire. Si le malade était déjà traité par les sulfamides, on passera à la chimiothérapie parce qu'il y a une interaction avec la rifampicine. Si découverte fortuite du diabète, on fait de la chimiothérapie. La surveillance doit être quotidienne de la glycémie jusqu'à stabilisation, puis 1 fois par semaine. La chimiothérapie sera suivie au moins jusqu'à la guérison de la tuberculose. Là aussi, il y a un risque de neuropathie chez le diabétique, donc il faut prévenir par la vitamine B6. Voilà, donc en conclusion, je dirais qu'il y a nécessité d'une évaluation initiale du terrain avant le début du traitement. L'adaptation du traitement doit être faite par rapport aux différentes situations et la surveillance plus stricte des malades qui sont porteurs de comorbidités. Je vous remercie. Votre présentation très claire et didactique et excellente. Alors, j'ai 2 questions, si vous permettez. La première, c'est par rapport à l'insuffisance respiratoire. En fait, l'insuffisance rénale. Alors, c'est une indication à un traitement alterné, c'est-à-dire RH et RIP. Alors, est-ce que c'est une circonstance à indiquer, encourager le dosage sérique, justement pour savoir est-ce qu'on est dans la fourchette qui va être efficace, parce que finalement, il faut objectiver justement cette pharmacodynamique qui se retrouve altérée avec une insuffisance rénale déjà défaillante. Deuxième question, c'est par rapport au Child B. Vous avez bien dit qu'on choisit un médicament hépatotoxique entre le RH, en fait, la rifampicine et l'isoniazide, mais
la rifampicine en elle-même, son hépatotoxicité intrinsèque, elle est très faible comparativement à l'isoniazide. Il devient hépatotoxique lorsqu'il est associé à l'isoniazide. Alors, est-ce que le THB, plutôt, c'est une indication à l'isoniazide plutôt que la rifampicine? Merci. Merci. Donc, bien sûr, le dosage sérique des médicaments anti-tuberculeux est toujours souhaité. Un malade qui fait un problème, un malade qui a une insuffisance cardiaque particulière, insuffisance rénale, insuffisance hépatique, c'est toujours souhaité de faire un dosage sérique parce qu'il est dit dans certains articles qu'il faut augmenter, si on donne le traitement en interné, il faut un petit peu augmenter la dose de l'éthambutol, on va être plutôt vers 20-25 que sur 15-20, et la même chose pour le pyrazinamide, on va être plutôt vers 25-30 mg qu'aux environs de 20-25 mg. Donc, ajuster le traitement, c'est bien sûr, c'est toujours une bonne... D'ailleurs, je l'ai dit dans ma présentation. Alors, concernant la deuxième question... Child B. Oui, Child B, oui. Alors, malheureusement, les études entre rifampicine et isoniazide, donc, c'est-à-dire lequel est le plus hépatotoxique. Il y a des articles qui disent que la rifampicine est plus hépatotoxique que l'isoniazide, et des articles qui disent que l'isoniazide est l'inverse. Voilà. Alors, parce que généralement, ils sont utilisés en association. La plupart des protocoles thérapeutiques sont utilisés en association. Mais, généralement, qu'est-ce qu'on fait? Si le malade il a, c'est-à-dire le bilan hépatique est perturbé, il a une prédominance de cholestase, on va plutôt commencer par l'INH. Surtout donc la cytolyse, on va commencer par la... Alors sinon, si on a un bilan hépatique correct, il est bien, on va préférer la rifampicine. La rifampicine en premier lieu, donc je l'ai dit dans ma présentation. Donc pyrazinamide c'est le premier médicament qu'on doit enlever, l'isoniazide c'est le deuxième, et la rifampicine c'est le troisième médicament. Relevé de cas cliniques qui posent souvent des problèmes, c'est habituel de ces maladies. Je voudrais poser deux petites questions. Tuberculose et grossesse. Est-ce que la grossesse a une influence sur l'évolution de la tuberculose? Parfois, on préconise sous-traitement antituberculeux de faire comment dirais-je, de donner des traitements pour ne pas tomber enceinte, tels que stérilet ou autre. D'autre part, une femme qui est sous traitement, est-ce que la tuberculose va influencer l'évolution de femmes enceintes? Est-ce que ça va évoluer l'évolution? Deuxième petite question concernant le VIH. Vous avez parlé du cotrimoxazole systématique. Est-ce que vous visez la prophylaxie du pneumocystite ou autre chose? Merci. Merci. Donc les autres affections opportunes, mais surtout le pneumocystique. J'y reviens ici. Alors pour la première question concernant la tuberculose et grossesse, alors j'avais des slides sur ça pour dire, parce que pour vous mettre un petit peu dans le controverse, mais je dis c'est pas la peine de rentrer dans... parce qu'il y a des articles qui parlent que la grossesse va favoriser l'apparition de tuberculose de formes graves, etc. Et des articles qui disent non, il y a des études bien sûr qui disent non, la tuberculose n'expose pas à des formes graves chez la femme à la grossesse, n'expose pas à une tuberculose grave chez la femme enceinte, et l'évolution est tout à fait identique si le traitement était pris de façon précoce. Donc, je suis pour ce deuxième avis. Donc, d'ailleurs, on ne voit pas beaucoup de femmes enceintes qui sont tuberculeuses par rapport à la population générale. Et on ne voit pas de formes vraiment graves, des miliaires, etc. chez la femme enceinte. Donc je dirais que la femme enceinte, généralement est jeune, elle a une bonne état immunitaire, donc généralement il ne fait pas de formes graves. Et l'évolution, s'il prend son traitement, donc généralement la grossesse se passe très très bien et l'accouchement aussi se prend.